Aujourd'hui, on va entendre le témoignage de Mme Diane Langto et Mariouche Gagné, deux entrepreneurs d'expérience qu'on est content de recevoir aujourd'hui. Mariouche, qui a déjà eu l'accompagnement du SAGE à une certaine époque, ça fait quelques années déjà, et qu'on aimerait féliciter parce que cette semaine, elle a été nommée dans les 15 femmes inspirantes. Je ne sais pas si tu savais. on trouvait que le timing était bon. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous parler des prochaines conférences qu'on va avoir. Le 26 septembre, il va y avoir Mathieu Larocque de Cartouche Certifiée qui va venir nous parler de ses 10 ans, autant ses bons coups que ses mauvais coups. Le 17 octobre, c'est Luc Poirier, qui est le rédacteur du livre Voir grand, qui va venir nous parler de son parcours entrepreneurial. Et le 7 novembre, c'est Serge Beauchemin qui va venir nous parler de valorisation d'entreprise. Au niveau technique, notre mot-clic, j'ai appris ça hier que c'était le mot-clic, le hashtag, c'est EEMTL. Donc, ceux qui veulent partager des moments de la conférence sur les médias sociaux, sentez-vous à l'aise. Notre Wi-Fi, c'est Sage Wi-Fi public et notre mot de passe, c'est 514-861-7253. Puis la diapo va rester là tout au long de la conférence, là, donc vous allez pouvoir le rentrer. Dernière chose, merci à nos partenaires, Gouvernement du Québec, le SAGE accompagnateur d'entrepreneurs, l'École des entrepreneurs de Montréal et notre conférencier, M. Frédéric Letendre, qui est associé et cofondateur de la firme avocat stratège Ulex. Merci et bonne conférence. Parfait. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre première conférencière, Mme Diane Langto. Passionnée par le sport, Diane Langto s'est démarquée dans le monde des affaires par sa capacité d'innover. Elle est présidente du groupe Langto, aujourd'hui un des leaders dans la création de marques de vêtements de sport et dans la distribution d'articles de sport. Femme de défi, sa compagnie est à son image, toujours en évolution, avec constamment de nouveaux projets en développement. La fusion de Canadian Hat et d'Aricana en est un bel exemple. Récipiendaire de plusieurs prix, Diane Langto a reçu notamment le Grand Prix de l'entrepreneur Ernst & Young, et son entreprise figure parmi les sociétés les mieux gérées au Canada, catégorie or de Deloitte. Mariouche, en plus d'avoir passé quelques années à se faire coacher par le SAGE, supporter, endurer et tout. Surtout André maintenant. Mais... André, qu'on salue. Donc, Mariouche est non seulement une maman accomplie, 3 enfants, mais aussi l'une des pionnières de la création d'articles de mode luxueux et écologiques. Dans le but de financer ses études, Mariouche Gagné choisit de fabriquer des vêtements de ski à partir de fourrures héritées de sa mère. Vous comprendrez qu'ici, financer ses études, les prêts et bourses n'étaient peut-être pas applicables parce qu'elle étudiait à Milan à l'époque, excusez-moi. L'idée fait son chemin. Aricana naîtra en 1994. Ces produits conçus à partir d'anciennes fourrures et fabriqués 100% au Québec sont aujourd'hui distribués dans plus de 18 pays. On estime à 1 million les vies animales épargnées grâce à la quantité de fourrure recyclée par l'entreprise. Bravo. Et voilà. Donc, sans plus attendre, qui sera l'heureuse élue pour commencer? Ah oui! Ça me fait plaisir. Est-ce que je peux vous poser 2 petites questions? Qui a de la vieille fourrure dans son garde-robe ou celui de la famille? En fait, il en reste encore un peu. Donc, c'est une des premières questions que les gens me disent. Comme ça fait 23 ans que je recycle la fourrure, est-ce qu'il en reste encore? Mais comme on est quelques millions au Québec et qu'à peu près toutes les familles avaient au moins 2-3 manteaux de fourrure et qu'on a juste recyclé 100 000 manteaux, il m'en reste encore un petit peu à recycler. Et il reste beaucoup d'autres matières parce qu'on continue à surconsommer. Qui a une entreprise depuis moins de 5 ans? OK. Qui a une entreprise depuis plus de 5 ans? Anne, ça fait plus que 5 ans. J'ai une copine entrepreneur dans le panel. Donc, écoutez, moi, j'ai commencé l'entreprise. Je pense qu'il y en a qui connaissent un peu l'histoire. Il l'a un peu dit. C'est que j'ai eu la chance de gagner un très grand concours quand j'avais 19 ans et d'aller travailler à Paris. Et après, il fallait que je revienne finir mon cours de cégep ici au Québec. Mais ma grande envie, c'était d'aller étudier en Europe, de retourner en Europe pour mes études. Et j'ai été très chanceuse. J'ai été acceptée dans une des meilleures écoles au monde, qui est la Domus Academy.
Mais il y avait juste un très gros problème, c'est que la première école où je devais aller en Italie était 7 000 $. Ça, j'avais juste assez d'argent pour ça, car j'avais une bourse du Collège La Salle. La deuxième école où j'étais acceptée, qui était encore meilleure, était 25 000 $. Et ça, il faut se mettre 25 000 $ dans le temps, c'est presque 40 000 $ maintenant de frais de scolarité. J'étais très contente. Je suis allée quand même à l'école, même si je savais pas que je savais que j'avais pas l'argent. Et j'ai manqué d'argent. Donc, un jour, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, va au Collège La Salle, va vendre mon vélo de montagne, mon snowboard, ma machine à coudre, ce que tu as quand tu as 21 ans. Comme ça, je vais pouvoir payer au moins un autre frais de scolarité puis rester pour finir ma maîtrise en Italie. Et à la place, elle m'a faxé. On n'avait pas d'Internet, on s'envoyait des fax dans le temps. Elle m'a faxé le concours du Conseil canadien de la fourrure, dont le premier prix était 16 000 $. Donc, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je suis une écologiste, je suis une fille de plein air, je n'irai pas faire de la fourrure, là. La fourrure, c'est pour les vieilles madames, c'est pas écologique. Elle m'a dit, t'es bonne dans les concours, t'as plus d'argent, trouve quelque chose. Donc, j'ai donc décidé, moi, je tripais sur le ski et le snowboard, j'ai décidé de mettre de la fourrure en dedans, comme les Inuits, et dessiner mes vêtements de ski. J'ai envoyé mes dessins au Canada, et quelques jours plus tard, j'avais un long fax qui disait, félicitations, ma chérie, tu es finaliste, tu dois revenir faire tes créations au Canada. Donc là, j'ai pas trop expliqué à l'école pourquoi j'allais foxer une partie de mes cours. Je suis revenue au Canada et ils nous commanditaient de la fourrure, mais ils n'en commanditaient pas assez pour tous les accessoires. Et moi, j'avais dessiné des chapeaux, des mitaines, des bottes, des sacs à dos. Alors, j'ai dit, maman, tu as 2 vieux manteaux de fourrure, tu t'en sers pas beaucoup. Je pourrais peut-être les découper. Et ma mère, étant de maman, m'a dit, oui, découpe les manteaux de fourrure. J'ai donc découpé le chat sauvage et le bison. Et j'ai fait tous les accessoires. Le Conseil canadien de la fourrure me commanditait toute la partie vêtements. Après ça, j'ai gagné le 2e prix, qui était 14 000 $. L'école m'a donné une autre bourse de 7 000 $ et je suis partie finir ma maîtrise en Milan. Et là, il fallait que je trouve un sujet de thèse de maîtrise. Et là, je me promenais partout avec le gros sac à dos fait dans le manteau de ma mère. Et tout le monde tripait en Italie. Que bella questa borsa. Mais c'était les années 90. Les anti-fourrures étaient partout. La Brigitte Bardot était à son maximum. Donc, de porter de la fourrure à 20 ans dans une ville comme Milan, c'était un peu gothique. Mais dès que je disais que c'était le capoto de la mamma, qui était mon sac, là, j'ai une prof qui m'a dit, il y a des millions de manteaux de fourrure en Russie, en Pologne, en Italie, aux États-Unis, au Canada. Si toi, avec ton œil de créatrice et plus écologique, tu arrives à faire de la fourrure recyclée, il y a une niche à travers le monde pour recycler les manteaux que les gens payaient 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 $. Donc, j'ai dessiné ma première collection de fourrure recyclée. Je l'ai appelée Arikana parce que c'était la plus longue rivière au Québec, puis je n'osais pas mettre Mariouche. Mariouche, en anglais, c'est Mary Ouch. Fait que mon père, qui est ici, m'a donné un très beau nom, mais en anglais, ça se traduit très mal, tandis qu'Arikana, en anglais, ça se dit assez bien. Donc, j'ai décidé d'appeler ça Arikana, mais là, c'était juste un projet de maîtrise. Et là, j'ai été choisie pour aller représenter l'Italie au Japon. Je suis partie au Japon, j'ai été faire une formation au Danemark en fourrure. Puis là, je suis revenue au Canada avec mon diplôme, puis pas une scène encore. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai demandé à toute la famille à Chicoutimi de me donner leur fourrure à Québec. Je me suis ramassée avec une dizaine de manteaux de fourrure. J'ai fait une collection. Je suis allée voir Simons. Moi, je suis une petite fille de Québec. Grand-maman est venue me reconduire chez Simons. Et là, Simons m'a acheté pour 4 départements. Mais j'ai inventé mes prix en me rendant chez Simons. Je n'avais jamais fait de costing, je n'avais jamais fait de bons de commande, je ne savais pas comment on rencontrait des acheteuses. Tout ce que Diane savait, elle, quand elle a parti sa business, moi, j'en avais aucune idée. Donc, j'ai bâti comme ça l'entreprise. Je suis allée faire un premier salon à New York et en l'espace de 2 ans, j'avais 25 employés. Donc, j'avais un profil vente, j'avais un profil design. Donc, j'ai grossi une entreprise pas mal, mais je travaillais 24 heures sur 24. Donc, puis mon premier, je dirais, grand réveil, c'est que j'ai perdu une de mes copines, Marie-Soleil Touga, qui est décédée d'un accident d'avion. Et là, ça m'a fait, c'est bien le fun, une business, mais je suis en train de complètement m'oublier. Et là, j'avais même plus de plaisir dans ce qui me faisait le plus plaisir. Donc, j'ai pris un petit peu de recul. J'ai décidé de sous-traiter ma fabrication, de garder plus la partie que moi j'aimais, qui était le design, les ventes, la distribution. Et j'ai comme un peu modifié Arikana. J'ai un peu arrêté d'exporter aux États-Unis parce que là, c'était trop difficile à suivre. Nordstrom nous demandait des dates très précises. Nordstrom, c'est une grosse chaîne de magasins, c'était le plus gros client. Donc, j'ai appris beaucoup, mais j'ai décidé d'un petit peu plus me concentrer sur mes clients québécois. Puis après ça, j'ai regrossi, mais vers l'Europe, qui était un marché que je connaissais mieux. Puis pendant plusieurs années, j'ai vendu en Europe, jusqu'à temps que l'Europe se mette à aller moins bien. Donc, l'Europe était rendue plus que la moitié du chiffre d'affaires d'Arikana. On avait des distributeurs en Suisse, en Italie, en Autriche. Et là, j'ai monté une assez belle business en Europe parce qu'ils aimaient l'aspect canadien, l'aspect écologique, l'aspect recyclé. Donc, ça a vraiment
les gens ont beaucoup, beaucoup aimé le concept. Et on se démarquait énormément des autres marques jusqu'à temps que l'Europe aille moins bien. Et là, j'avais acheté un bâtiment au coin de la toiture Saint-Antoine sur lequel j'avais un peu de lousse. J'ai réhypothéqué mon bâtiment et j'ai remis de l'argent dans la business. Donc, décroissance, ce que j'ai appris par après, malheureusement, à mon propre portefeuille, c'est qu'une décroissance vaut mieux tout décroître. Même si j'aimais beaucoup mes employés, j'aurais été mieux de couper tout de suite, de rapetisser la business puis de la regrossir tranquillement. Mais comme j'avais j'avais seulement qu'une croissance pendant 20 ans, je ne savais pas comment gérer une décroissance. Et c'est comme ça qu'éventuellement, je me suis dit, ça me prendrait un jour une partenaire ou un partenaire qui est meilleur que moi en opération, en finance, en stratégie, en développement, pour que moi, je puisse peut-être me concentrer sur la portion que j'aime le plus, qui est bien sûr la création, les relations publiques et toutes les histoires de marque. Et par hasard, j'ai rencontré Diane, qui a changé un peu tout mon parcours depuis presque 8 mois maintenant. Et là, c'est la nouvelle histoire d'Arikana que je vous raconterai peut-être dans 5-6 ans, avec tout ce qui se passe maintenant, d'avoir fusionné 2 marques, de maintenant m'occuper d'un trésor qui est Canadian Hat, qui va avoir 100 ans l'année prochaine. Donc, on fête le 100e anniversaire de Canadian Hat, puis presque le 25e d'Arikana l'année prochaine. Bien là, je découvre la chapellerie. C'est presque un atelier de haute couture chez Canadian Hat. S'il y en a qui ont la chance de venir voir ça, on fait des visites guidées. C'est vraiment magnifique, mais là, il faut le moderniser, il faut le commercialiser, il faut le, comment on dirait, scaler en français, il faut le grossir pour qu'on puisse en faire vraiment, il y a déjà eu 100 employés chez Canadian Hat, là, on est une quinzaine. Ça serait le fun, ça retourne à une centaine de personnes. Donc, c'est mon petit parcours. Je vais passer le micro. Merci. Merci, Mariouche. Alors, pour aller un peu dans la continuité, je voudrais savoir qu'est-ce qui est en affaires depuis plus de 15 ans? Ah, il y en a un. Ah, il y en a 2. Alors, depuis plus de 25 ans? Ah, il y en a encore 2. OK, depuis plus de 30 ans. Alors, je gagne. Moi, ça fait plus de 35 ans. Alors, bon, petite blague à part, peut-être que moi, c'est la longévité. J'ai commencé mon parcours il y a longtemps. J'ai toujours été entrepreneur. Je suis physio de profession et j'ai ouvert ma pratique privée dès que j'ai commencé. J'avais été étudiée en Europe et puis à l'époque, c'était un peu avant l'époque du yoga, etc. Mais j'ai enseigné la méthode Bertera, qui était un peu le yoga d'aujourd'hui, si je peux dire. Et ça m'ennuyait. Je voulais quelque chose de beaucoup plus actif. Mon père avait une entreprise qui s'appelait à l'époque aussi Langto, une entreprise de distribution dans le domaine du ski. Et puis, on était 5 filles chez nous. Et 5 filles, c'est assez extraordinaire, les familles de filles. Nous, c'était les grands débats sur le féminisme, puis comment ma mère ne travaillait pas, était à la maison, mais comment les femmes pouvaient prendre une place plus importante dans le monde de demain. Et donc, on a été, les 5 filles, vraiment très, très orientées vers des carrières, faire notre place dans le monde, etc. Et mon père disait toujours, j'ai pas eu de garçon, mais je veux que mes filles réussissent comme des gars. Sauf que pour la relève d'entreprise, il a décidé de vendre son entreprise, que finalement, les 5 filles, c'était bien, on les avait élevées pour être comme des gars, mais il n'y a personne qui pouvait prendre le relais parce que c'était un monde de... Alors, il a vendu sa compagnie et moi, je lui dis, j'aimerais ça me lancer en affaires. Puis dans le fond, la physio, ça m'ennuie. J'aimerais ça me joindre à l'entreprise, mais elle était vendue. Alors, il y avait une petite marque qu'il avait gardée, c'était Rossignol, les skis, etc. Tout ça, c'est devenu Ski Rossignol. Et mon père est resté président pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, j'ai créé un nouveau start-up. J'ai repris son nom. Donc, le branding de Langto, qui était vraiment bien connu au Canada, c'était vraiment intéressant pour nous, pour moi, d'avoir une marque. Et je travaillais à partir de leur espace. Et puis, ils me chargeaient un pourcentage sur les ventes que je faisais. Alors, les ventes, c'était 20 000 $ quand j'ai commencé. C'était tout petit. Mais j'ai été sur le succès de Vuarnet. J'ai lancé Vuarnet au Canada dans les années 80. Et c'était les années de la planche à voile. Alors, on a été capable de créer avec ça un succès très rapide. Et je me suis rebâti une entreprise. Mon père était actionnaire avec moi. Lui gérait Rossignol et moi, je gérais la nouvelle compagnie qui, très, très rapidement, est devenue importante. On a fait 20 millions en 5 ans, donc ça a été un succès hyper rapide.
J'ai fait partie du développement de Vuarnet dans le textile à l'international, parce que Vuarnet, c'était que des lunettes. Moi, je me suis occupée du volet textile avec les lunettes et on a été capable de développer les T-shirts, etc. Donc, j'étais un peu le pôle créateur de tout le développement de la marque en dehors de la lunette, ce qui nous a vraiment permis de grandir très vite. Et suite à ça, on a déménagé, j'ai pris un nouvel espace et puis l'entreprise, mon père est venu me rejoindre, il a quitté Rossignol. Là, on a vécu des années très difficiles de père-fille où il avait encore des actions dans l'entreprise et il pensait encore que pour une femme, c'était difficile d'avoir la place du numéro 1. Alors, j'ai fini par le racheter. Ça a été nos années un peu pénibles parce que c'était pas évident de faire cette transition. Je pense que les femmes aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Tout le monde reconnaît qu'une femme est capable d'être un leader dans le monde des affaires. À l'époque où moi je l'ai vécu, c'était quand même un peu plus difficile. Même moi, au début, mon banquier, il me regardait comme avec des gros yeux, oui. si j'avais pas de bon C'est ça. Bon, alors, on a eu toute cette transition. Et à la suite de ça, comme Mario, j'ai eu 3 enfants. Et durant les années où mes enfants étaient jeunes, gérer l'entreprise et puis m'occuper de 3 enfants, bien, ma priorité, ça a été les enfants. Donc, l'entreprise s'est mise à diminuer, à perdre un peu de sa place dans le marché et à diminuer énormément. En fait, j'ai vécu des immenses obstacles. Il y a peut-être 20, 22 ans. Puis, à un moment donné, j'ai fait un choix. J'ai dit, OK, est-ce que je suis capable de faire les deux? J'ai dit, ah oui, je suis capable de faire les deux. J'ai repris mon énergie, j'ai rebâti l'entreprise une 2e fois. Et là, on a fait beaucoup d'acquisitions. Donc, je vous dirais, dans les 20 dernières années, on est allé chercher, on a développé l'entreprise de façon très importante. On doit maintenant avoir peut-être 170 personnes dans l'entreprise qui travaillent en tant que représentants des ventes ou à l'intérieur. On a créé plusieurs divisions, donc on a une division encore dans le ski. Je suis revenue à ce qu'on connaissait très bien, le ski alpin. Donc, on a un pôle de produits dans le ski alpin qu'on distribue à travers le Canada. On l'a dans le team sport, on l'a dans le vêtement. Et dans le volet vêtements, comme j'ai toujours aimé la création, c'est pas moi qui faisais le design, mais j'ai toujours compris très bien le développement de produits. On a plusieurs marques dont on est propriétaire. Qu'on vend au Canada. On a une filiale aux États-Unis. On vend à l'extérieur du Canada. La marque Niveau dans le vêtement de golf, par exemple. Et la marque Sligo, d'ailleurs, plusieurs des prix en entreprise que j'ai gagnés, ça a été sur le développement international parce qu'on a été capable de propulser ces marques-là non seulement au Canada, mais à l'extérieur du Canada et on vend dans beaucoup de pays. Et on a une division également dans le domaine de la distribution de montures optiques. Et avec une place vraiment très intéressante sur le marché. Puis je vous dirais que la dernière acquisition qu'on vient de faire en dehors du projet Mariouche auquel je vais revenir, on vient d'acheter une compagnie de distribution de vélos qui est en Colombie-Britannique, à Nelson. Parce que nous, dans l'équipement de sport, on trouve qu'on devient assez unique. On touche plusieurs segments du marché et on concurrence les plus grandes marques internationales. Alors, nous, pour avoir un rôle et une importance cruciale auprès de nos détaillants, on a décidé d'offrir le maximum de produits aux détaillants de sport au Canada. Alors, on est devenu le plus gros distributeur d'articles de sport au pays qui touche plusieurs secteurs d'activité. Alors, le vélo, pour nous, c'est très complémentaire au ski. C'est vraiment intéressant. Dans le projet Canadianat Arikana, donc c'est une compagnie qui est en dehors de Langto, c'est une compagnie à part entière. Et c'est une drôle d'histoire parce qu'il y a 2 ans, j'ai été visiter Canadianat. Et comme Mario, je le disais tout à l'heure, c'est un peu un bijou de fabrication locale. Et dans les tendances du marché, on voit qu'il y a quand même, chez le consommateur, un retour à la production locale. Et je me disais, c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie, mais ça me passionne parce que je trouve que de garder les jobs chez nous, de travailler plus près de la production, puis d'être capable de ramener des projets qui sont fabriqués au Québec, qui sont plus près de chez nous, bien, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas pourquoi je me suis impliquée là-dedans parce que c'était complètement en dehors du reste de ce que je faisais, mais ça a été un coup de cœur.
Alors, j'ai repris cette entreprise-là, j'ai racheté la compagnie, puis je me suis dit, OK, c'est vraiment un beau projet, ça va être le fun, sauf que c'est un autre monde. La production, je ne connais pas ça du tout, la production locale. Et c'est une compagnie qui existe depuis longtemps, mais qui avait vraiment besoin d'un coup de jeunesse. Et il faut quelqu'un qui est inspiré, qui connaît le design et qui est capable de l'amener ailleurs. Alors, quand j'ai rencontré Mariusz à travers un de mes amis et que Mariusz vivait des difficultés, je disais, ah, c'est drôle, ça me fait penser à ce que j'ai vécu, moi, quand j'avais mes 3 enfants au même âge. Je comprends ce que Mariusz était en train de traverser comme période de la vie. Et je croyais qu'elle a un talent fabuleux. Ce qu'elle a fait, c'était unique. Et je me disais, bon, c'est un beau mariage avec Canadian Hat. Si Mariusz pouvait reprendre l'entreprise, assurer la direction artistique, permettre de rajeunir les deux, faire du chapeau puis de l'accessoire, bien, on s'est dit, OK, on va le positionner. Canadian Hat va rester notre volet plus fashion. Arikana, le volet plus sport. Nous, à travers le réseau de distribution sport, on est capable de créer une synergie qui est assez intéressante. Et je pense que, oui, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience en finance, en logistique, en informatique. J'ai tous les outils pour aider à soutenir une plus petite entreprise. Et ça ne s'est pas fait dans un parcours tous les jours facile parce que de durer en affaires, c'est aussi difficile que de démarrer en affaires parce qu'on vit beaucoup de cycles différents. Les marchés évoluent énormément. Il faut être capable de tout le temps rester à l'avant-garde. Il faut saisir les nouvelles niches. Il faut comprendre là où va le marché. Puis un des exemples que je donne souvent aujourd'hui, c'est de dire, il y a même 5 ans ou 7 ans, quand je dirigeais l'entreprise, je me disais, le plus important, c'est les ventes, c'est les ventes, c'est les ventes. On met toutes nos ressources sur les ventes et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui drive l'entreprise, ce qui lui permet de continuer et d'avancer. Et dans une entreprise comme la nôtre aujourd'hui, on dit, OK, c'est bien les ventes, mais si on n'a pas un centre de logistique, si on n'a pas des plateformes web, si on n'a pas un système informatique qui nous permet de voir en tout temps où est-ce qu'on est rendu, on n'est pas capable d'être compétitif. On n'est plus compétitif. Notre concurrence, elle ne vient pas du marché local, elle vient du marché international. Les produits, ils arrivent de partout sur le web et il y a de plus en plus de consolidation dans les marchés. Les marques qu'on concurrence, que je vais donner à Nike, Under Armour ou peu importe, ce sont des compagnies qui sont extrêmement puissantes, qui ont toutes leurs filiales au Canada, qui occupent des parts de marché de plus en plus importantes. Alors, pour qu'on soit capable d'être à la hauteur et qu'on puisse concurrencer des grands joueurs internationaux et continuer à se développer, on est obligé d'avoir à l'intérieur que notre centre d'opération soit aussi important que le centre de développement des affaires. Et ça, je dirais, ça a changé dans les 5 dernières années. On ne voit plus le développement de l'entreprise de la même façon et on est obligé d'investir énormément dans nos outils. Alors qu'avant, on développait dans le branding, dans le produit, etc. Puis on disait, bien, le reste, on va livrer, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Alors, donc, je dirais que ça, c'est mon parcours professionnel. Puis notre rencontre à tous les deux, mais je pense qu'il y avait un grand intérêt en termes de complémentarité. Puis aussi, peut-être, une espèce de sensibilité au parcours de Mariusz, peut-être par rapport à mon propre parcours. Pour moi, comme femme, comme mère de 3 enfants, c'était plus facile de comprendre là où elle était rendue dans la vie, puis de dire, OK, dans certaines périodes de la vie, on a besoin d'être épaulé, on a besoin d'avoir un peu plus de structure pour être capable, comme femme, de tenir un peu les deux. Puis je dis pas que les hommes n'ont pas des problèmes en affaires, parce que on a tous notre lot de problèmes, et c'est impossible de durer sans avoir vécu des grands obstacles et des grandes batailles. Mais je pense qu'il y avait aussi cette sensibilité qui a joué dans notre démarche. Bien, merci beaucoup. Comme quoi, il y a des gens avec 170 employés qui peuvent être sensibles aussi. Là, on comprend assez bien pourquoi vous vous êtes rencontrés puis l'intérêt de l'alliance. J'ai envie de vous poser une question qui va un peu dans l'autre direction. Dans la salle, vous le savez peut-être, puis vous le savez certainement, trouver des partenaires, c'est une chose, trouver de très, très bons partenaires, c'est une autre chose. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché entre vous deux et qu'est-ce qui a fait que ça aurait pu ne pas fonctionner?
Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes trouvés? Ben oui, on allait répondre. C'est ça. Posez-nous la question dans un an ou dans 2 ans, parce que c'est tellement nouveau comme le déclic. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de faire le saut? Parce que vous êtes quand même 2 femmes de tête, des femmes relativement indépendantes. Vous auriez pu tout à fait décider de continuer d'avoir des vies parallèles, puis vous avez décidé de vous unir. Oui. Moi, je dirais que dans ce genre d'alliance-là, peut-être avec la maturité que j'ai prise, c'est les valeurs. Tu sais, quand je me suis promenée chez Lancto, à travers cette immense machine qu'elle a construite, où il y a des showrooms, où il y a de la logistique, où il y a des gens en TI, de voir les gens sourire, il y a un gym, de voir les gens s'entraîner, aller jogger ensemble le midi, le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie, qu'il y ait quelque chose qui soit totalement égalitaire. Il y avait plein de valeurs comme ça qui faisaient en sorte que je me suis dit, je pense qu'on a une chance de réussite, malgré le fait que c'est pas facile d'être associé, comme c'est pas facile d'être en couple, comme c'est pas facile, tu sais, il y a comme... Mais les valeurs de Diane sont venues me chercher. Oui, puis bon, je suis tout à fait d'accord avec Marius. On a juste 8 mois, là, on est encore en lune de miel, alors... et on sait que dans tout partenariat, il y a des hauts et il y a des bas, mais je suis d'accord, il y a les valeurs. Et je pense qu'il y a une complémentarité aussi. Je ne sais pas, tout à l'heure, on parlait, puis on disait... Et c'est vrai que de s'entourer de gens qui sont différents et complémentaires, c'est fondamental. Donc, peut-être que ce que je peux apporter là où j'en suis dans mon cheminement, c'est une valeur ajoutée à ce que Marius peut m'apporter, parce qu'elle apporte le côté design, création, vision, que moi, dans Canadian Hat, je n'aurais pas pu apporter. C'était impossible. C'est un projet qui est à côté. Et ça aurait été très difficile pour nous de pouvoir amener Canadian Hat ailleurs, en gérant Lancto, des acquisitions, du développement des affaires. Chez nous, on se développe très rapidement en ce moment. Et c'est impossible. Ça serait une distraction. C'était une distraction quand j'ai fait l'acquisition de cette entreprise. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que c'était intelligent? Non. C'était émotif. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et donc, à partir de ce projet-là, oui, je sais pourquoi, parce que je trouvais que la production canadienne, oui, il y avait des ouvertures, sauf que ça me prend beaucoup de temps en dehors de là où je devrais être focusée. Et c'est ce que je recommande à tout le monde en affaires à ne pas faire. C'est de rester focusé sur ce qui est le plus important et sur lequel on peut aller le plus loin possible. Donc, moi, ce que je veux être, c'est juste un encadreur et que Marius puisse gérer l'entreprise et continuer à la développer. Et je voudrais me rendre invisible. Mon objectif, c'est de me rendre inutile et invisible. Voilà. Donne-moi encore un an, s'il vous plaît. Non, puis je me rends compte que moi, en étant toute seule en affaires pendant 20 quelques années, de pouvoir avoir du feedback, qui me remet en question. Diane est une bonne coach. Il y en a qui te disent quoi faire et là t'amènent à comprendre pourquoi tu dois le faire. Et donc, je me trouve assez privilégiée. Et il y a beaucoup de gens dans son équipe qui ont, à leur niveau, viennent nous donner un coup de main. Moi, j'ai un grand challenge ressources humaines d'amener une petite équipe comme Arikana était rendue une toute petite équipe assez jeune, avec une équipe chez Canadian Hat où il y a des gens qui ont 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience, qui ne veulent pas changer leurs habitudes, et des jeunes qui ont l'impression qu'ils savent déjà tout, puis souvent qui sont très, très débrouilles. Donc, j'ai un beau petit challenge ressources humaines en plus de celui du design, mais d'avoir toute l'aide de Diane et de son équipe est vraiment intéressant. L'autre chose qui est intéressant, c'est qu'Arikana, l'aspect écologique, l'aspect fait au Québec et l'aspect très hiver est presque à l'opposé du cycle de Canadian Hat. Donc, quand on s'est mis à regarder l'aspect tout simplement finance, de quand Arikana facture le plus versus quand Canadian Hat facture le plus, il y avait un cycle qui faisait qu'au niveau des liquidités puis au niveau des finances, c'était assez intéressant. Nous, on sous-traite. Donc, une partie de la sous-traitance, on la rapatrie tranquillement dans l'atelier. Donc, d'avoir 100% de contrôle sur la fabrication du début jusqu'à la fin, ce que je n'ai pas fait depuis des années, avec toute l'expérience d'Ava qui est en place puis qui est habituée de gérer un atelier, bien, je pense qu'au niveau du produit, on va arriver à des choses encore plus intéressantes dans les prochaines années. Oui, puis en fait, chez Canadian Hat, il y a un savoir-faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont 30 ans de maison et qui ont un savoir-faire qu'on ne trouve plus. C'est assez unique. C'est vraiment comme un petit bijou. Maintenant, ce bijou-là, c'est d'en faire un vrai bijou. Puis je pense que c'est une entreprise qui a énormément de potentiel maintenant. Alors, le défi, c'est un défi de start-up parce que de fusionner 2 compagnies,
c'est comme créer un nouveau start-up. Alors, dans un start-up, bon, il y en a beaucoup d'entre vous ici qui sont à l'étape de start-up. Puis pour réussir, ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faites pas ce que j'ai fait, restez focusés. Puis même dans Canadiana, Taricana, c'est de trouver les projets qui ont le plus de potentiel et d'essayer d'accélérer le plus vite possible sur ce qui est rentable et ce qui peut se développer plus vite. Puis d'éliminer toutes les petites opportunités qui ne le sont pas. Et ça, c'est le défi en entreprise, quel que soit le stade d'entreprise. Souvent, quand on vit une crise et qu'on frappe un mur, bien, on est obligé, oui, de couper du personnel, puis on est obligé d'éliminer tous les projets non rentables. Et quand ça va bien, on a tous tendance à s'éparpiller et puis à s'en aller un peu partout, parce que dans le fond, des opportunités, les entrepreneurs, on est des opportunistes. On voit toutes les opportunités partout. Et ça, c'est le plus grand danger qu'on a, c'est d'être entrepreneur et d'être opportuniste et de vouloir sauter sur toutes les choses qui arrivent. Et souvent, de frapper le mur puis d'avoir des difficultés, ça nous oblige et d'avoir un banquier. Le banquier, on l'haït par moment. Moi, je vais vous dire une chose. Le banquier, souvent, c'est grâce à lui qu'on reprend le bon chemin. Parce que là, la banque va commencer à dire, « Ah, là, vous empruntez trop, faites attention à vos ratios. » Puis on va dire, « OK, mais qu'est-ce que j'ai fait que je ne devrais pas faire? » Et cette question-là, en affaires, il faut se la poser sans arrêt. Parce qu'il faut tout le temps remettre en question les nouveaux projets qui s'additionnent. Puis on n'est pas 10 000. Puis souvent, quand on est petit puis qu'on a des petites entreprises, puis moi, j'ai commencé toute seule. Hein. Alors oui, j'avais certaines ressources que je pouvais utiliser. Mais j'ai été toute seule. Je suis montée une fois, puis je suis redescendue à 15 personnes. Puis j'ai été obligée de tout refaire et de rebâtir une deuxième fois et de tout éliminer ce qui ne valait pas la peine de faire et de repartir. Puis je dirais aujourd'hui, peut-être que je dois faire encore attention à ça. On a énormément d'opportunités en ce moment, puis c'est de choisir les bonnes. Et ça, c'est le plus difficile, c'est de dire non. Et je dis toujours en affaires, c'est pas de dire oui qui est important, c'est de dire non. La question étant que si je regarde justement tout le domaine du design au Québec, par exemple, je vais la répéter. Étant moi-même depuis 3 ans dans le milieu, l'idée c'est qu'on jongle avec tout. Puis je trouve que la formule est intéressante parce que c'est ça, j'ai engagé des gens des fois qui voulaient développer quelque chose de leur côté, puis qui viennent, qui ont un talent, un merveilleux talent, mais qui repartent chacun de leur côté. Puis l'idée de travailler ensemble comme ça, que chacun bénéficie du travail de l'autre tout en gardant ses intérêts. De base, donc le chapeau, la fourrure, je trouve ça super intéressant. Puis je ne sais pas si c'est une formule qui devrait être développée à plus grande échelle, qui est une espèce de pôle logistique, de pôle finance, de pôle ressources pour des gens qui voudraient justement développer leurs produits à côté. Je sais pas, je parle tout. Non, mais c'est vrai, c'est de créer de la synergie, hein? Ouais. Tu peux répondre, c'est parce que c'est un peu ce qu'on... Oui, bien, je vais juste synthétiser oui, le commentaire. peut-être la question, la redire. Donc, le commentaire question est à l'effet que le domaine du design au Québec peut être parfois difficile, voire souvent. Il y a toutes sortes de gens avec toutes sortes de compétences, toutes sortes de talents. Souvent, il y a des projets conjoints qui sont faits. Le projet terminé, les gens repartent chacun de leur côté. Donc, le commentaire question est à l'effet de est-ce qu'il ne serait pas intéressant de créer un pôle, un hub de design pour que les ressources soient mises en commun ou du moins connues? Eh bien, moi, d'abord, je vais contredire une chose. C'est que je ne pense pas que le design soit plus difficile que n'importe quelle autre start-up. Je pense qu'une start-up, c'est compliqué, que ce soit en informatique, en design, en cinéma, en n'importe quoi. Le design a été très médiatisé parce qu'on aime voir les belles choses, on aime voir les belles créations. Fait qu'on est médiatisé quand on fait des bons coups et quand on en fait des mauvais. Donc, je ne mettrais pas le design dans ça. Puis je pense que c'est malheureusement préétabli maintenant parce qu'il y a eu quelques mauvais coups dans le design. Donc, mais après, effectivement, de pouvoir séparer des ressources, je pense que ce qui est fantastique maintenant, ce qui n'existait à peu près pas quand moi j'ai commencé, c'est qu'il y a de plus en plus d'endroits comme ici où il y a moyen de louer un bureau, où il y a peut-être une secrétaire qui peut être commune à tout le monde, qui peut avoir un comptable qui est commun à tout le monde. Donc, de ne pas s'isoler quand on est en affaires puis qu'on a des petites PME, de ne pas s'éloigner de d'autres entrepreneurs qui ont peut-être des forces, des faiblesses, d'effectivement d'engager du personnel parce que, tu sais, désengager, c'est quand même plus facile que de s'associer puis de se désassocier. Donc,
c'est pour ça que j'ai eu de très mauvaises expériences au début. J'étais toute seule pendant 20 ans. Là, j'espère en avoir une bonne. Je pense qu'on est bien parti. Mais d'engager des engagés et d'engager des engagés le mieux possible en se disant, j'ai fait des recherches pour être sûr c'est quoi là, qu'est-ce qu'ils vont faire plus loin dans leur vie? Est-ce qu'ils vont rester avec nous? Mais il y a des façons de le savoir. Puis ça, je me suis payé beaucoup de formations en ressources humaines. J'en ai payé beaucoup à ma directrice générale parce que les ressources humaines, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Si on a les bonnes personnes dans l'équipe, puis c'est un peu ce que j'ai senti quand je suis allée chez Langto, c'est qu'elle a quand même su mettre en place certaines personnes, puis c'est ce que j'essaie de faire en ce moment chez Canadian Hat. Mais de partager des ressources quand tu es entrepreneur, de partager des locaux, de partager des vendeurs, de partager des expériences et de ne pas rester dans son petit atelier à travailler 24 heures sur 24 comme je l'ai un peu trop fait au tout début, c'est pas une mauvaise idée. Après, est-ce que des organismes comme ici peuvent aider à le mettre sur pied? Peut-être. Moi, je parlais spécifiquement du domaine, mettons, de la fabrication, parce que souvent, on promouvoit des partages au niveau des gens qui ont des services à donner, mais au niveau de la production, c'est pas toujours évident. Au niveau de la production, il y a quand même beaucoup de choses qui se font en ce moment. M-Mode, qui est la nouvelle grappe de mode, est en train de mettre sur pied. Ça va prendre des années parce que c'est des très gros chantiers. Je dirais qu'en ce moment, d'ailleurs, si quelqu'un connaît des couturières, en ce moment, on cherche des couturières. C'est parfait. On a besoin de couture. C'est le métier de couturière. Quand je vivais en Italie, n'importe qui cousait même des vêtements moins haut de gamme, lavoro in la moda. Ici, on appelle ça de la guenille. Il faut arrêter d'appeler ça de la guenille et se dire, on travaille dans la mode, on travaille dans le design, que ce soit le plus petit boulot ou le plus gros boulot, on devrait avoir cette fierté-là. On n'en fait plus de cheap ou à peu près plus de cheap au Québec. Fait que ce qu'on fait, il faut le faire bien. Alors, si vous pensez à des gens qui seraient intéressés par la mode et la couture, en ce moment, on cherche. Mais pour ce qui est de toutes les autres sources, de les mettre en commun, que ce soit un manufacturier de biscuits au chocolat, un manufacturier de chaussettes ou un manufacturier de voiles recyclées, c'est souvent les mêmes outils qu'on a besoin. Un bon comptable, quelqu'un qui sait bien calculer, qui te donne un bon mapping de où est-ce que tu en es rendu dans ta business. Beaucoup de petites entreprises ont plein de points en commun. Fait que, oui, au niveau du design, il y a certaines réalités, mais finalement, quand tu te compares à d'autres manufacturiers, c'est très, très similaire. En tout cas, à mon avis, à moi. Des commentaires? Non, je pense que c'est bon. C'est toujours créatif. Donc, on va créer, puis vous avez votre chouchou qui est encore vivant. Il y avait cet aspect-là aussi que chacun trouve son ambition. Mais c'est sûr que notre formule, en ce moment, est vraiment nouvelle. Et j'ai jamais fait ça, donner du support à une entreprise autre qui est délocalisée, etc. Donc, pour nous, c'est tout un ajustement vers quoi... Comment, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est donner les outils pour que l'entreprise soit sur les bonnes rails et qu'elle puisse se prendre en main par elle-même. Peut-être que dans la synergie, certains services partagés, oui, c'est intelligent parce que ça permet d'avoir des ressources qu'on n'aurait pas autrement. Alors, est-ce que ça pourrait être utilisé ailleurs? On vous en reparlera dans un an. Avez-vous d'autres questions ou des commentaires? Oui. Donc, ce serait qui vos concurrents pour votre alliance spécifique Canadian Hat et Aricana avec les produits d'accessoires, chapeaux, fourrures? Bien, il y a quand même il y a quelques joueurs locaux comme Dobry. Il y a des gens qui font de la laine, qui font des chapeaux et qui sont en production locale. Donc, il y en a quelques-uns. Dans le volet plus mode de Canadian Hat, ça n'existe pas. Ben, oui, il y a des artisans, mais je veux dire, un niveau où on est. On a quand même une belle implantation. On vend chez Harrods à Londres. On a plusieurs centaines de clients à travers le pays. Ça, je ne pense pas qu'il y en ait. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pousser, continuer à développer. C'est vraiment intéressant. Puis... dans le volet fourrure recyclée, il y a de la concurrence, mais pas au niveau de la marque Aricana, qui a une notoriété à travers le pays qui est quand même très importante. Alors, il y a toujours de la concurrence, mais on a peut-être une petite niche intéressante parce qu'on parle à certains de nos très gros clients pour l'année prochaine et ils sont vraiment intéressés à nous donner la place. On a une belle histoire. Et on a des beaux produits. Pour terminer, est-ce que c'est quoi vos idées de fusionner les deux, le genre des chapeaux avec la fourrure?
Attends, je vais laisser Mario. Ben là, il va falloir que tu viennes visiter l'atelier, tu vois les... Non, mais maintenant, parce qu'on est en train de travailler sur une nouvelle collection. Donc, on est en plein dedans. Ce matin, j'étais chez un manufacturier, justement, pour développer un nouveau produit qui est à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. C'était extraordinaire comme usine. Mais avant, on lançait des collections une fois par année. Puis là, tout le monde attendait après les collections. Maintenant, moi, j'aime bien l'aspect du web où on commence à lancer des nouveaux produits à presque tous les 2-3 mois. Donc, le nouveau site Internet tombe en ligne dans les 7-8 prochains jours, 10 prochains jours. En tout cas, on est en train de finir le nouveau site Internet. Et là, on aura, au fur et à mesure, je pense qu'à tous les 2 mois, on va commencer à lancer des produits parce que moi, ça me plaît bien, comme on est en train de complètement renouveler les produits d'Arikana et de pas mal rajeunir les produits de Canadian Hat. Moi, je vais faire des hybrides Canadian Hat Arikana. On se permet de faire un peu de recherche et développement. Ce qui est le fun chez Canadian Hat, c'est que je me permets de faire de l'été maintenant. Donc, travailler dans les pailles, travailler dans les chapeaux qui peuvent être pliables, recycler des matières qui peuvent faire du chapeau. Et comme on doit se protéger du soleil maintenant, ben, on a fait tester en laboratoire des chapeaux qui sont protection 50. Donc, d'aller passer une journée complète au golf, d'aller passer une journée complète dehors ou même au spa, parce que Anne a 3 spas. Donc, ça prend souvent une certaine protection. Moi, j'étais habituée de protéger contre le froid, protéger contre le soleil, je trouve ça assez intéressant. Donc, il va y avoir beaucoup de nouveautés sur le web. C'est cette possibilité-là d'aller directement un peu rejoindre tout le monde avec l'histoire qu'on a des 2 marques. Là. Oui. Non, en général, on fait beaucoup de recherches. Le web est extraordinaire pour ça. Hein. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, il fallait prendre le bottin téléphonique puis commencer à appeler tout le monde. Là, avec le web, le produit qu'on est en train de développer, qui est un produit assez spécifique pour le sport, puis où bien sûr, il va y avoir une touche Arikana, on a découvert qu'il y avait des usines beaucoup plus technologiques qu'on pensait ici pour le faire. Donc ça, on a fait des recherches sur le web. Puis souvent, quand tu vas en rencontrer un, là, il te dit « Oui, moi, je travaille souvent en collaboration avec l'autre. » Celui de ce matin nous en a référé 2 autres parce qu'on a un aspect technique qu'on veut rajouter aux vêtements qu'eux ne sont pas capables de faire. Donc, c'est souvent, on fait nos propres recherches, puis après ça, on embarque dans la Canadian Hat Mobile, puis on va rencontrer les... Je dois avouer que maintenant, comme on essaie d'aller dans des volumes de 200 unités et plus, mon expérience avec des petits ateliers n'est pas très bonne. Donc, j'essaie d'aller vers un niveau peut-être un petit peu plus grand pour pas que ces gens-là, à un moment donné, soient obligés de nous laisser tomber en cours de processus ou qu'on mette un stress sur eux ou sur nous. Donc, je vais plutôt vers des plus gros joueurs que vers des plus petits de maintenant. Il y avait une question là. Oui. J'ai quelqu'un pour intérêt, j'étudie en architecture, puis une copine a décidé chez Gucci. Elle travaille aussi à New York pour Donna Karan, qui est responsable des accessoires, puis elle est à Ottawa en ce moment. Donc, je pourrais vous introduire à elle. Ça va nous faire très plaisir. C'est facile, c'est mariouche@hotmail.com. Personne n'avait volé mon nom sur Hotmail, fait que je l'ai eu. Ah, non, mais les... non, je vends des Fisher. Fisher! Moi, je fais du ski de fond sur Fisher maintenant. On a la marque Fisher, oui. Ouais. Oui, allez-y. Madame, vous avez toutes les 2 connu, vous avez eu des enfants, donc 2 et 3 ici. Non, 3 et 3. En réalité, moi, j'en ai fabriqué 2, mais j'en ai 3 dans ma vie maintenant. Ouais. 2 fois et un 3. Ouais. Et vous avez dit, de par vos expériences, que justement, d'avoir eu les enfants, l'entreprise avait baissé. Est-ce que vous pourriez donner des conseils à des femmes entrepreneurs? Comment vous avez pu relever? Vous avez dit brièvement
j'ai repris le courage ou j'ai repris l'entreprise, mais est-ce que vous pourriez donner des... C'est l'énergie. C'est comment donner l'énergie, on l'a pu. Je pense que vous voyez qu'on a on est deux femmes avec beaucoup d'énergie. On est chanceuses, on fait du sport, on est en forme, on a beaucoup d'énergie. Mais de ne pas dormir la nuit, de vouloir apprendre à connaître ces petits êtres-là, les faire grandir et de faire en plus une entreprise, de voyager. Moi, j'ai voyagé avec les enfants, j'allaitais dans les salons à Paris, j'allais rencontrer des clients japonais. Donc, ça devient un peu compliqué. On veut tout faire, mais dans la vraie vie, même si on est capable d'en prendre beaucoup, cet aspect-là, à un moment donné, est difficile. Il y a un enfant qui tombe malade, l'autre qui a un problème à l'école. Donc, je dirais que, malheureusement, je suis obligée de dire que d'en faire beaucoup moins ou de simplifier, comme disait Diane, son entreprise le plus possible pendant la période où les enfants sont petits. Là, les miens ont 7, 8 et 9. Donc, c'est sûr que là, je recommence à pouvoir les amener avec moi dans des meetings. Je suis allée enseigner samedi au lac Mégantic qui sont venus avec moi. Donc, il vient des âges. Puis là, ceux de Diane, on les utilise pour nous aider avec notre site web, avec l'aspect légal, avec... ceux de Diane sont impliqués. Mais je pense que c'est intéressant parce que moi, je me disais toujours, ma génération, ça a été plus difficile. On n'avait pas d'exemple, nos mères ne travaillaient pas, on était les premières à tout faire. Alors, c'était compliqué parce qu'on se sentait tellement coupable, parce que l'exemple qu'on avait, c'était des mères à la maison. Alors maintenant, je pense que votre génération, les femmes travaillent toutes, il faut trouver une espèce d'équilibre. Mais je pense que c'est quand même hyper difficile. Et je suis d'accord avec Mario, il faut essayer de simplifier. Et puis je trouve que c'est dur. Alors, je dis bonne chance à votre génération parce que moi, j'ai trouvé ça hyper dur. Puis je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à travers ces années-là. Et j'ai une famille très unie. Mes enfants sont vraiment près de nous. On fait plein de choses ensemble. Puis je me dis aujourd'hui, c'est dommage que je me sois sentie si coupable. Parce que quand je regarde le résultat, je me dis, on a tellement une belle famille. Puis on est bien ensemble. Alors, si j'avais pu vivre tout ça sans culpabilité, j'aurais été beaucoup plus heureuse dans ces années-là que... Moi, c'est ce que j'allais dire tantôt, juste avant que tu dises ça, c'est que quand je suis tombée enceinte, je suis dans le groupement des chefs d'entreprise du Québec. Il y a 6 femmes entrepreneurs qui sont venues me rencontrer, dont une qui avait 6 enfants, 200 employés. Et la première chose que toutes ces femmes l'ont dit, c'est 0 culpabilité. D'inventer son propre modèle, d'élever des enfants, de les trimballer dans des salons. Donc, les enfants, finalement, ils font leur chemin, puis ils deviennent fiers d'avoir une maman entrepreneur ou un papa entrepreneur, d'être une semaine chez grand-papa, chez grand-maman. Donc, d'inventer sa propre façon. On n'a pas besoin de suivre exactement ce que nos parents ont fait ou ce que notre copine fait ou ce que... de prendre un... Tu sais, moi, j'ai pris 2e enfant, j'ai pris 2 jours de congé de maternité. Donc ici, là, c'est 1 an. Quand tu ne prends pas 1 an, c'est presque une extraterrestre. Mais dans d'autres pays, il n'y en a pas d'1 an de congé de maternité. Là. Maintenant, il y a des congés de paternité. Alors peut-être qu'on devrait demander aux pères comment ils font. Ils aiment ça aussi, d'ailleurs, les pères. Les pères aussi aiment ça. Et je pense que là-dedans, peut-être que moi, je dirais, je n'ai pas de conseils. C'est plus vous qui vous pouvez me dire comment vous faites. Est-ce que c'est plus facile maintenant qu'avant? Oui. Faut voir. Bien, de coordonner des clients, des rencontres, des comptables, de l'école, le dentiste, les lunettes. À un moment donné, ça devient, je pense que c'est d'essayer de se faire aider, de se faire entourer, d'avoir... oui. C'est d'avoir le bon partenaire en affaires. Essayer de prendre un partenaire qui n'est pas enceinte en même temps. Moi, c'est terminé, ça va. Je vois le temps qui file. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Diane, excusez-moi. C'est quoi votre vision maintenant pour le futur? Je pense que vous avez passé les 20 dernières années à bâtir et à rebâtir votre entreprise. Vous êtes spécialisé dans les équipements de sport et les vêtements également. Maintenant, vous vous lancez dans une nouvelle aventure avec Canadian Hat et Arikana dans les accessoires. Où est-ce que vous voulez mener votre entreprise? C'est une bonne question. Il y a quelqu'un qui me posait la question. Je parlais à un de mes clients qui me connaît bien aujourd'hui, puis on parlait justement de l'acquisition dans le vélo, puis il dit, mais Diane, on dirait que tu rattrapes les années où tu avais des enfants et tu étais vraiment au ralenti, et que dans cette phase maintenant de ma vie, je suis vraiment en accélération. C'est un peu vrai, mais ma vision du développement maintenant, c'est m'entourer avec une équipe très forte.
Alors, c'est sûr que j'ai des managers dans mon équipe qui sont très seniors autour de moi. Je suis et si dans 2 ans, je n'étais pas présidente, que je serais présidente du conseil, puis sur les grands projets, ça ne me dérangerait pas du tout. Mon objectif, c'est de me rendre inutile et c'est de bâtir une équipe autour de moi qui est le plus fort possible. Ça serait vraiment ma vision de développement. Et si l'entreprise, donc je ne tiens pas à me retirer, mais je veux que mon équipe grandisse et prenne de plus en plus de responsabilités. Et je pense que le succès en affaires, c'est d'avoir des gens meilleurs que soi. Donc, mon objectif, c'est d'avoir une équipe qui est meilleure que moi. Et en conclusion, puis si vous êtes capable de le faire en 30 secondes chacune, si vous aviez un conseil à donner à nos entrepreneurs ici présents. Bien, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est le mythe du sauveur, parce que je racontais tout à l'heure que quand j'ai eu des difficultés, je suis allée voir un managing partner d'une grande compagnie comptable, puis que je connaissais un peu, puis je vais dans son bureau, puis je dis, regarde, ça va vraiment pas, puis j'avais tous mes chiffres, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, comment tu peux m'aider? Puis il me dit, mais regarde, il dit, ferme tout ça, il dit, I have no solution, you're the solution. Puis là, il dit plus un mot, puis là, ça dure pendant 4 minutes, puis là, on se regarde tous les deux. Puis là, je sais comme pas quoi faire. Puis à un moment donné, il prend tous mes papiers, puis il ferme tout, puis il me donne ça sur son bureau. Il dit, well, go back and do your work properly. Alors, il n'y a pas de sauveur. En entreprise, le sauveur, c'est soi-même. Quand on a des difficultés, oui, on peut aller chercher des conseils, mais c'est à nous à mettre l'effort et l'énergie. Et le seul conseil, c'est il faut se faire confiance. Puis, tu sais, la solution, elle est en vous, elle n'est pas chez tout le monde autour. Oui, on peut aller chercher des conseils, mais la solution, c'est vous qui l'avez. Alors. Je pense qu'elle a tout dit. Non, mais effectivement, tu sais, des fois, de juste prendre un petit peu de recul, puis ce qui pouvait marcher il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou ce qu'on avait comme plan, d'avoir peut-être un peu de recul, puis de se dire, on se réinvente, puis en affaires, il y a des hauts, il y a des bas. Puis quand on parle avec des gens d'affaires qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'expérience, c'est pas vrai. On aimerait à un moment donné atteindre une vitesse de croisière puis que ça devienne facile. Et non, malheureusement, ça n'arrive pas. Fait qu'il faut que vous soyez prêts à vous réinventer, à recommencer, à être prête à avoir une grosse pression financière sur les épaules. Donc, il faut que tout ce challenge-là vous motive et que vous le fassiez à une grosseur où vous êtes à l'aise, où vous êtes bien. T'sais. Donc, de peut-être le rapetisser un peu quand on a des enfants, de le grossir quand les enfants sont rendus capables de se rendre à l'école tout seuls. Puis, donc, de l'adapter. Être en affaires, c'est de se faire plaisir aussi. Après, je dirais que moi, ce qui est assez important, c'est regarder vos chiffres plus souvent. Donc, de prendre le temps de regarder les chiffres, même si on est créatif, si on décide d'être en affaires puis de ne pas aller travailler avec quelqu'un d'autre, il faut se mettre le nez dans les chiffres régulièrement, puis peut-être tout de suite faire face à la musique si jamais ça va moins bien et de ne pas avoir peur de, entre parenthèses, tirer la plug ou se dire, bon, on réinvente, puis on réinvente différemment, mais on prend des décisions qui sont très, très radicales. Donc, mais ça, c'est les chiffres qui nous parlent dans une entreprise. Il faut que ça soit quantifié. C'est un beau commentaire. Regardez ces chiffres tous les matins. Alors, merci beaucoup, mesdames. Vous êtes très inspirantes. Et voilà, ça va être la fin pour aujourd'hui.